Qu'as-tu, mon enfant? Je souffre et j'ai très mal. T'as mal où c'est? Ici, sur le côté. Top Santé, votre magazine sanitaire, présenté par Peggy Wabeno, tous les lundis à 14h. Rediffusion lundi 20h. Pour tout contact, Top Santé Top Congo @gmail.com ou contactez-nous au 082 280 1500. Top Congo FM, elle a tout d'une grande. L'Organisation mondiale de la santé lance l'alerte. Un grand nombre de personnes sont touchées par l'infertilité au cours de leur vie. Selon un récent rapport publié par l'Organisation mondiale de la santé, la question concerne environ 17,5% de la population adulte, soit environ une personne sur 6 dans le monde, d'où le besoin urgent d'accroître l'accès à des soins de fertilité abordables et de haute qualité pour ceux qui en ont besoin. Aujourd'hui, dans Top Santé, nous parlons de l'infertilité, le parcours du patient, et nous avons donc invité dans ce studio deux dames. Il s'agit du docteur Mitawa Mitsonsa Medine, qui est qui est biologiste de la reproduction, responsable du laboratoire de Ngaliema Fertility Center. Nous recevons également Madame Notalité Ikabu. Elle est coordinatrice de nursing de Ngaliema Fertility Center. C'est avec donc nos invités que nous allons revenir sur cette problématique. Bonjour à tous et bienvenue dans Top Santé, votre magazine sur Top Congo FM, et merci encore de votre fidélité, chers auditeurs. Mesdames, bonjour et bienvenue. Bonjour. Bonjour, merci. Comment allez-vous? Ça va. Très bien. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous débattons aujourd'hui de l'infertilité, le parcours du patient. En quelques mots, Ngaliema Fertility Center, c'est quoi exactement? Madame Notalité. Alors, Ngaliema Fertility Center, c'est une clinique spécialisée en procréation médicalement assistée. Elle a été fondée en mai 2022 par le docteur Nyakabassa, médecin directeur de Ngaliema Medical Center, et Ngaliema Fertility Center est une extension de Ngaliema Medical Center. Alors, nous proposons différents services, de la gynécologie obstétrique, de la chirurgie de la fertilité, de la biologie de reproduction, l'urologie et de l'andrologie. Et donc, dans tout ça, il y a le diagnostic de l'infertilité qui se fait au travers de tous ces différents services. Merci, madame. Alors, docteur Mitawa, comment expliquer l'infertilité? Alors, l'infertilité, selon l'OMS, c'est l'incapacité ou la difficulté pour un couple à obtenir une grossesse. Et l'OMS souligne un point qui est la notion de rapport sexuel régulier et aussi la notion du délai. C'est-à-dire que pour une femme, par exemple, qui a moins de 30 ans, on pourra aller jusqu'à 12 mois avant de parler d'infertilité. Pour une qui a un peu plus, on réduit le délai à 6 mois. Donc, si au bout de 6 mois, une femme qui a 35 ans ou 32 ans n'arrive pas à tomber enceinte, on peut parler d'infertilité. Si elle a 30 ans et qu'au bout de 12 mois, elle n'a toujours pas de grossesse, on peut parler d'infertilité. C'est vrai que dans cette notion, on n'inclut pas beaucoup l'homme. Mais bon, voilà, c'est pour le couple, l'incapacité de l'homme d'avoir une grossesse. Donc, comment on va expliquer l'infertilité? Elle va s'expliquer par l'atteinte des éléments qui, eux, permettent la grossesse, à savoir chez la femme, l'ovaire, qui est le siège des ovocytes communément appelés ovules, qui sont les gamètes féminines. C'est la trompe, qui est le siège de la rencontre de l'ovocyte et de spermatozoïde, c'est là qu'ils se rencontrent et nulle part ailleurs. C'est l'utérus qui va être le lieu d'implantation, donc quand l'embryon arrive, il se met là, et c'est le lieu de développement de la grossesse aussi. Et chez l'homme, ça va être l'appareil reproducteur, donc la production de spermatozoïdes et l'expulsion en dehors des voies productrices, donc par l'éjaculation chez l'homme. Donc si à un moment, ces différents éléments sont atteints, ça va faire qu'on ne pourra pas obtenir, j'ai oublié de parler des hormones qui sont sécrétées par le cerveau. Donc, si à un moment, ces différents éléments connaissent une altération, on ne pourra pas obtenir la rencontre de l'ovocyte et du spermatozoïde, et donc on ne pourra pas avoir de grossesse. Et c'est quoi la cause? Et chez l'homme et chez la femme? Alors, les causes sont nombreuses. Je ne vais pas vous faire le catalogue de toutes les causes, mais d'un côté, on va parler d'abord il y a aussi des causes générales qu'on pourrait quand même citer avant que je parle des causes en rapport avec les systèmes eux-mêmes. Il y a l'environnement, il y a le tabac qui ne sont pas négligeables dans les causes d'infertilité, il y a le surpoids, l'obésité. Il est énormément cité comme étant une cause d'infertilité aussi, un facteur favorisant. Ce n'est pas une cause, mais c'est un facteur favorisant.
Et donc, tous ces éléments-là peuvent contribuer. Après, directement chez la femme, ça peut être un problème d'ovulation. Donc, ça concerne l'ovaire. Elle n'ovule pas au moment où on a un rapport sexuel, là, en se disant que je suis au 14e jour. En fait, ce n'est pas le cas. Elle ovule avant ou après ou pas du tout. Donc ça, il n'y aura pas de grossesse parce qu'il n'y aura pas de follicule. Si les trompes sont obstruées pour une raison X ou Y, infection ou autre, à un moment il y a eu une cicatrice à ce niveau-là, eh ben il ne pourra pas non plus avoir de rencontre entre l'ovocyte et le spermatozoïde. Si au niveau de l'utérus, par exemple, il y a ce qu'on appelle des cicatrices, qu'on appelle des synéchies, ou s'il y a des structures comme des fibromes ou des polypes qui eux vont gêner aussi le développement de l'embryon, là aussi on pourra avoir une cause d'infertilité. Chez l'homme, ça va être les éléments en rapport avec les spermatozoïdes, ils peuvent être absents. Dans ce cas-là, on parle d'azospermie et là, il n'y a aucun moyen qu'il y ait grossesse. Ça peut être le nombre qui est diminué, ça peut être la vitesse qui est atteinte, ça peut être la forme qui pose problème. Et donc, tous ces éléments-là vont faire que ils vont perdre qu'on puisse parler d'infertilité pour un couple parce qu'ils ne pourront pas effectivement obtenir de grossesse. Mais qu'en est-il d'une dame qui a peut-être déjà fait un enfant et quelque temps après, elle n'arrive plus à concevoir? Ça s'appelle une infertilité secondaire. C'est-à-dire que dans un premier temps, elle a pu avoir une grossesse et puis au cours de sa vie, s'est passé quelque chose. Elle a pu avoir une infection. Cette infection a pu atteindre ses trompes. Et donc, comme je vous disais, la rencontre ne se fait pas. Elle a pu avoir une cicatrice parce qu'à un moment, il y a beaucoup d'IVG, d'interruptions volontaires de grossesse qui se font dans des conditions qui sont pas toujours les meilleurs. Ça peut créer, ou des chirurgies intempestives de fibromes aussi, qui sont très fréquentes. Et là, on va créer dans l'utérus qu'on appelle une cicatrice, qu'on appelle des synéchies. Ces synéchies-là vont gêner l'implantation de l'embryon et donc peuvent être des causes d'infertilité secondaire de cette femme qui a déjà eu un enfant et qui n'arrive plus derrière à retomber enceinte. Mais ça peut être aussi à cause de son mari. Justement, aujourd'hui, quand on parle d'infertilité, on voit beaucoup plus la femme. Oui. La société incrimine beaucoup plus la femme et on ne tient pas compte de l'homme. Alors que l'homme peut être aussi l'une des causes. Tout à fait. L'homme représente 30% des causes d'infertilité, la femme 30%, les deux 30%, et dans 10% des cas à peu près, on n'arrive pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Exactement. Donc, on arrête d'incriminer les femmes dans les causes d'infertilité, on s'y met tous. Voilà. Alors, que faire face à l'infertilité? Alors, que faire face à l'infertilité? Ça va être un peu, c'est un peu dans cette réflexion-là que le centre de Ngalema Fertility Center a été monté, c'est de proposer un soin complet, en fait, un parcours complet. C'est-à-dire, dans un premier temps, il va s'agir de la consultation. Donc, là aussi, je pense que le message sur lequel on devrait insister, c'est la consultation, l'interrogation. Ne pas attendre 10 ans pour se dire pourquoi je tombe pas enceinte. À un moment, même au bout de 3 mois, on peut se poser la question. Et quelque part, vous aviez parlé au bout de 12 mois, c'est vrai. Mais c'est là où attendre les 12 mois avant de venir ou bien? L'OMS nous dit ça. Mais aujourd'hui, nous, on peut dire que quelque part, le centre peut proposer du diagnostic, c'est-à-dire, ça fait 3 mois que je suis avec mon copain ou mon mari, on n'y arrive pas. Peut-être qu'il se passe quelque chose. Ça peut être rien. Mais quelque part, nous, on a des couples qui ont attendu 17 ans avant de se poser la question. Donc, aujourd'hui, la consultation, elle est la première des choses, s'interroger. Dès lors qu'on a un doute, autant consulter. Ça, c'est la première information qui est quand même que nous tenons à faire passer. Donc lorsqu'on entretient des rapports sexuels normaux, sans contraception, et que l'enfant n'arrive pas, mais on manifeste le désir de concevoir, on doit venir. En tout cas, à partir du moment où on se pose la question, on se dit, tiens, ça n'arrive pas. Pourquoi ça n'arrive pas? Les conditions sont optimales. Parce qu'il peut y avoir des gens qui savent, par exemple, ça peut arriver que dans la famille, on se dise, les hommes chez nous, mes frères, ils ont eu du mal pour avoir des enfants et tout ça. Donc, il y a certaines personnes qui pourraient peut-être parfois se dire, pourquoi pas? On n'est peut-être pas encore là à la recherche immédiate de l'enfant à ce moment-là, mais on se dit, tiens donc, toutes les conditions sont réunies, pourquoi ça n'arrive pas? On peut venir. Et on peut consulter. On peut pas nécessairement directement aller en clinique spécialisée, mais déjà poser la question à son médecin généraliste. D'accord. Alors, docteur Mita, on va poursuivre? Oui, donc c'était par rapport à ce parcours-là. Donc la consultation, première étape, primordial, comme le disait Madame Notalité. Justement, on peut consulter ou chez nous un médecin, son médecin référent, son médecin traitant. J'arrive pas à tomber enceinte. Lui, il saura faire les examens de première intention, éventuellement, qui pourront déblayer ou dire, pour l'instant ça va, ne vous inquiétez pas, réessayez, peut-être que, voilà. Donc après la consultation, donc des différentes, comme on l'a dit,
ça va être la phase de bilan. Donc, une fois qu'on a fait la rencontre du patient, qui est une première étape primordiale, parce que Madame Nota en parlera tout à l'heure, c'est la prise de connaissance de la personne qui consulte. Ça peut être la femme, ça peut être le couple, ça peut être le monsieur. Donc, une fois que cette étape est faite et expliquée au patient, on passe à l'étape du bilan. C'est-à-dire, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, les différentes parties qui contribuent et qui permettent d'obtenir la grossesse vont être explorées. Donc, on va explorer les sécrétions hormonales qui nous viennent du cerveau. On va faire un bilan sanguin. On va explorer les ovaires. On va faire des échographies, différents examens. On va explorer les trompes, voir si elles sont perméables et si tout le trajet est ouvert des deux côtés, parce que la femme a 2 trompes. Il y a un patient hier qui était étonné quand je lui ai dit ça. Et ça va être l'utérus. Ça, c'est chez la femme. Ça, ce sont le bilan de déblayage, en tout cas, qui vont nous permettre de dire où est-ce qu'on en est. Chez l'homme, ça va être de regarder, comme on a dit tout à l'heure, le spermogramme, qu'est-ce qui se passe. Et aussi, on va faire un test de sélection pour voir un peu comment se comportent les spermatozoïdes dans les voies génitales de la femme. Donc ça, c'est la deuxième étape, c'est le bilan. Ensuite, ça sera l'étape où on donnera au patient ses résultats. C'est-à-dire que dans ce bilan, j'aimerais quand même rapporter certaines choses. C'est-à-dire que c'est une étape importante, Madame Nota le développera tout à l'heure, qui nécessite vraiment de l'accompagnement. Parce que, par exemple, pour les hommes... L'accompagnement de... Oui, psychologique. Enfin, voilà, ils ont besoin d'être informés sur beaucoup de choses. Parce que, par exemple, les hommes, c'est une chose qui est compliquée pour moi, pour pas mal de couples, c'est la méthode de recueil, c'est la masturbation. Donc, quand j'explique aux patients que pour obtenir le sperme, il faudra se masturber, mais docteur, j'ai jamais fait ça, mais comment je vais faire? Donc ça, psychologiquement aussi, ils ont souvent besoin d'être accompagnés, d'être rassurés, en disant voilà, c'est pas, et des fois les questions de religion viennent sur le terrain. Donc, bref, c'est quelque chose de moralité, d'habitude aussi. Il y en a qui n'ont pas l'habitude de le faire. Donc, voilà, c'est une étape qui est aussi importante et qui nécessite un accompagnement, ce que justement nous voulons vraiment proposer à Nganema Fertility Center. Et après, ça va être l'étape des résultats. Donc, une fois qu'on a les résultats, on expliquera aux patients ce qu'on a trouvé et, nous, les médecins, allons dire accompagner ça. Et la deuxième étape va être faite par l'équipe de nursing qui va justement accompagner dans la décision qui aura été prise par les médecins pour les soins qu'ils vont leur proposer. L'équipe de nursing va expliquer et accompagner le patient à ce niveau. Oui. Et Madame Nota va mieux le développer, je pense. Docteur Mitawa, et tous ces examens-là, le bilan, tout ce que vous avez dit là, ça se fait en combien de temps? Chez l'homme, c'est un peu plus simple parce que on donne 3 jours d'abstinence et il peut venir le 3e jour faire son recueil. Chez la femme, ça dépend de son cycle. Donc, on va devoir se calquer sur son cycle, donc sur ses règles. Si elle consulte aujourd'hui et qu'elle a eu ses règles, par exemple, la semaine dernière, on doit la ramener au mois d'après. Et donc, tout ça, ça va faire que le bilan peut prendre 1 mois, 2 mois, et en notant certains éléments que va justement rapporter Madame Nota que va mieux développer. Oui. Donc, alors, Madame Notalité. Ce qui se passe aussi, c'est que le patient à qui on a demandé qui veut venir et tout ça, peut aussi venir tout simplement pour demander, mais qu'est-ce que vous faites? Moi, je n'arrive pas à concevoir, qu'est-ce que vous faites? Alors, à ce moment-là, l'équipe de nursing, moi, parfois, en l'occurrence, je reçois les patients, juste pour établir un profil déjà. Où est-ce qu'ils en sont? Depuis combien de temps ils ont commencé? Est-ce qu'ils ont déjà consulté avant? Qu'est-ce qu'on leur a dit? Pour qu'ils participent à leur prise en charge quelque part. Et bien, ils disent, voilà, moi, j'ai jamais rien fait. Alors là, je lui parle du bilan comme le médecin leur en aura parlé, ou alors moi j'ai déjà fait ça, ça et ça, et donc moi je viens uniquement maintenant pour avoir l'enfant. Alors à ce moment-là, on leur dit au moment des résultats, nous allons vous accompagner à travers tout ce que le médecin a dit. Mais avant ça, je reviens sur le bilan. Lorsque, comme disait Dr Mitawa, la femme sera calquée sur son cycle pour les différents examens, elle doit avoir des gens avec qui elle doit être en contact. Donc, lorsqu'elle vient, on lui dit, voilà, à tel moment de votre cycle, vous nous téléphonez, nous vous donnerons un rendez-vous pour tel et tel examen. Mais du coup, à chaque fois qu'ils viennent pour ces examens, on passe encore du temps pour leur expliquer un peu pourquoi est-ce qu'on fait l'examen. Ce sera beaucoup plus facile lorsque le médecin donnera les résultats. On leur dira, vous vous rappelez, lorsqu'on vous avait dit que pour tel examen, pour regarder votre cavité, on voulait s'assurer qu'il n'y avait pas de cicatrices dedans ou pas de polype ou de fibrome. Voilà
lorsqu'on vous donne tel résultat, ça veut dire que le jour de tel examen, c'était cette chose-là qu'on avait trouvée. Alors ça, il y a comme ça des allers-retours entre l'équipe médicale et l'équipe nursing, parce que les patients quelque part à un moment donné peuvent être perdus. Raison pour laquelle on ne vous sort pas tous les termes, parce qu'ils sont un peu perdus par tout ça, et ils sont surtout dans cette attente ils peuvent entendre tout, mais eux c'est l'attente de l'enfant. Nous, donnez-nous l'enfant et puis c'est tout. Et donc voilà. Donc l'équipe de nursing est vraiment là pour les accompagner tout le long de ce bilan et au moment aussi des résultats. Là, ils sont en ambulatoire ou ils sont internés? Non, c'est en ambulatoire. En ambulatoire, toujours. En ambulatoire, toujours. Et quelles sont les difficultés de ce parcours? Alors, les difficultés de départ, moi je veux dire plutôt sur le plan social du patient. Le patient qui vient pour consulter pour infertilité, ce n'est pas quelqu'un qui est malade. D'accord? C'est quelqu'un qui vient, qui a un certain désir et tout. Donc, c'est quelqu'un qui vit dans une communauté, donc c'est quelqu'un qui travaille, qui n'a pas nécessairement envie de dire qu'il est en parcours de procréation ou de bilan. Donc, c'est déjà arrivé à dégager ce temps. Il ne veut pas en parler. Alors, souvent avec nous, ils sont assez exigeants dans le timing et tout ça, parce qu'ils ont des obligations au niveau du travail. Il y a aussi au niveau de la vie en famille. Ici, chez nous, en Afrique, on vit aussi des fois avec les membres les frères et sœurs, des cousins et tout ça, les travailleurs et tout ça à la maison. Et donc, ces allers-retours intempestifs et tout ça, pour des gens qui veulent rester discrets, ça peut rendre difficile. Mais maintenant, parfois, au sein du couple, il y a parfois qu'un des deux qui commence la consultation, qui vient. Et il y a la difficulté de faire rejoindre celui qui s'estime en parfaite santé, qui n'a aucun problème. Il y a des couples recomposés où quelqu'un avait déjà eu une famille avant et qui a pu avoir des enfants et qui s'estime sans problème, autant l'homme que la femme. Voilà. Donc là, c'est les médecins, comme nous, le nursing, il y a vraiment un rôle de soutien parce que il faut parvenir à mettre le patient en confiance et lui dire qu'il peut oser parler à son conjoint pour que le conjoint revienne. Donc, il y a cette partie-là qui est aussi difficile, faire rejoindre le conjoint qui ne se sent pas concerné. Mais donc voilà, il y a aussi d'autres causes dont Dr Mitawa peut vous parler. Oui, pour compléter, Madame Nota, donc dans les difficultés, oui. Elle a parlé de la difficulté du ralliement du conjoint qui consulte pas quand il ne consulte pas en couple, et ça c'est une vraie réalité, parce que c'est vrai que donc l'idéal serait que l'homme et la femme viennent ensemble, parce que de toute façon il faut qu'on explore les deux. Oui. On a besoin d'un résultat. Ça, c'est l'idéal. Maintenant, après, un peut consulter et l'autre peut venir après. Mais c'est ce qu'elle décrivait, c'est que des fois, celui qui ne se sent pas concerné a du mal à venir. Mais c'est pas grave. Il faut faire une entrée en matière, déjà, de base. Ça, c'est une des difficultés. L'autre difficulté, c'est le temps. Quand elle disait que les gens viennent en disant, moi, je veux un enfant. Voilà. C'est maintenant, on m'a pris ma tension, je veux un traitement anti-hypertenseur. Non. C'est un parcours. C'est pour ça qu'on parle de parcours, parce que ce n'est pas que je viens, on fait ma glycémie, on se rend compte que j'ai un diabète, on me met un traitement non, c'est vraiment un parcours parce que ça prend du temps. Il faut savoir que les humains, on a 25% de chances de grossesse à peu près par cycle. Donc, ça peut prendre du temps. Ce temps-là est une difficulté du parcours. Après, l'autre difficulté, c'est aussi que les gens, un peu, Madame Nota l'a relevé, c'est que ceux qui sont infertiles sont pas malades, mais la société les regarde. Ce n'est pas comme si, moi, quand je suis hypertendue, on me dira pas, mais pourquoi tu es hypertendue? Par contre, quand j'ai pas d'enfant, on me dira, mais qu'est-ce que t'attends pour en avoir un enfant? Les gens vont se permettre de vous poser cette question qu'ils ne vous poseront pas pour un diabète, une hypertension artérielle ou pour toute autre maladie. Donc ça, c'est aussi une difficulté du parcours parce que il y aura la peur d'être jugé, il y aura la peur de rentrer dedans, il y a la souffrance que les gens ont quand ils ont ça, et aussi le côté intrusif, parce que vous savez que quand on est dans ce parcours-là, je parlais du bilan, on va vous demander, par exemple, d'avoir les examens que subissent la femme, par exemple, peuvent être intrusifs. On vous fait une échographie endovaginale, on vous fait une hystérosalpingographie. Tout ça, c'est des trucs qu'on vit pas toujours bien. Donc ça, c'est aussi des difficultés, effectivement, du parcours qui sont à souligner. Mais la plupart des femmes qu'on voit, même si c'est dur, elles disent
je veux tellement l'enfant que j'accepte. Oui, c'est ça. Et il n'y a pas de difficulté côté finance, parce que c'est quand même onéreuse. Oui, c'est onéreux, comme pour la plupart des soins à Kinshasa. Mais comme pour tout, la santé, elle a un prix. Dans les pays des autres, c'est pris en charge par la sécurité sociale. En Europe, on a droit à 3 tentatives, en France particulièrement, qui sont remboursées entièrement par la sécurité sociale. Ici, les gens, ils prennent en charge leur santé eux-mêmes. Donc, quelque part, voilà, c'est un peu... Peut-être qu'il y a des couples aussi qui se retrouvent dans cette situation, qui veulent venir, mais seulement non... Bien sûr. Vous êtes une radio écoutée vraiment partout, donc nous sommes déjà passés chez vous et beaucoup de gens sont venus, ils ont entendu, et il y a certaines personnes vous disent, écoutez, vous pensez que j'ai le temps, je retourne me préparer financièrement parce que arriver à ici, comme je disais, ici chez nous, on vit en communauté. Donc quand quelqu'un tombe vraiment très fort malade, c'est une question de vie ou de mort, vous savez toucher la communauté, la famille, l'église. On peut intervenir et on prend soin de vous. Mais ici déjà, c'est un cas où les gens veulent garder ça secret. Déjà. Et ensuite, il y a une réalité qui fait qu'ils se disent, je veux qu'on puisse se dire que j'y suis arrivé par nous-mêmes. Enfin, nous y sommes arrivés. Donc, ce sont des gens qui font quand même de bons sacrifices financiers. Oui, ça fait partie des difficultés, mais on voit des gens soulever des montagnes, en tout cas, pour pouvoir obtenir ces soins. Ils le font. Merci. Alors, docteur Mitawa, quelles sont les différentes possibilités thérapeutiques qui s'offrent aux couples infertiles? Alors, ça va nous ramener un peu aux causes, on en a déjà parlé. Les possibilités thérapeutiques, de manière générale, ça va être déjà, une fois que la cause est identifiée, c'est-à-dire qu'on arrive à savoir la cause des facteurs favorisants. Je reviens là à cette question de surpoids qui est vraiment non négligeable sur la fertilité de la femme et de l'homme. Cette question du tabac qui n'est non négligeable. Donc, une fois que tous ces éléments ont été identifiés déjà par le médecin pendant les consultations, on essaie de prendre en charge ces aspects-là qui vont améliorer quand même les chances. Après, derrière, on peut proposer, si le problème il est chez la femme au niveau de l'ovulation, on peut dire, si tout le reste est normal, on va juste vous accompagner en donnant des médicaments pour s'assurer que vous ovulez bien et vous dire ayez des rapports sexuels à telle période. Ça, c'est aussi déjà de l'assistance à la procréation. Tout à fait. C'est déjà une aide parce que l'assistance, c'est l'assistance médicale à la procréation. Donc même le fait de diagnostiquer, parce que nous on a des patientes qui sont tombées enceintes après le bilan. Oui. C'est-à-dire qu'elles sont arrivées, on a fait juste un bilan et ça peut être déclenché les choses. Elles sont tombées enceintes sans qu'on ait rien eu à faire. Donc le traitement était déjà d'identifier. Ou après, on a eu des hommes aussi qui avaient des problèmes simplement médicaux. Après traitement médical, ça a permis de débloquer les choses et il y a eu une grossesse. Donc ça, c'est déjà des traitements aussi. Tout ça, c'est de l'aide. Donc, comme je vous disais, l'accompagnement par rapport à l'ovulation, ça peut être aussi que on va se dire, écoutez, on va quand même vous préparer aussi pour l'ovulation et on va préparer du sperme qu'on va aller mettre directement dans les voies génitales de la femme. Ça s'appelle l'insémination intra-utérine. Donc, ça peut être aussi ça une autre des possibilités. L'autre, ça va être la fécondation in vitro. Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, la fécondation se fait en dehors des voies génitales de la femme et l'embryon est remis dans l'utérus de la femme dans un désir d'implantation. Et l'autre possibilité, la fécondation in vitro, on a parlé une fois dans notre émission, donc je ne vais pas me répéter. J'ai un collègue qui a même de parler d'ICSI, donc ça sera soit une fécondation in vitro classique, c'est-à-dire qu'on fait un peu comme ça se passe dans les trompes de façon physiologique, soit on va aller déposer directement le spermatozoïde dans l'ovocyte, ça s'appelle ICSI. Donc ça sont les techniques qui vont être proposées de manière globale. Ajouter à ça pour la fertilité de l'homme. Les techniques qui seront proposées, et c'est au couple de faire le choix ou c'est l'équipe médicale qui décide? Recommande. On leur recommande. On leur recommande en leur disant voilà les possibilités que vous avez. Après, c'est comme pour tout. On n'impose pas. Il y a des couples qui vont nous dire non, moi je ne veux pas ça. C'est aussi leur choix. Tout à fait. C'est à ce moment-là que nous aussi, en tant que personnel soignant, on a le devoir d'informer. Mais on ne peut pas imposer un choix à un couple. Si on leur dit que la solution pour vous, c'est la fécondation in vitro et qu'ils nous disent que moi, je suis contre ça, l'important pour nous, c'est d'avoir informé et d'avoir dit quelle était la possibilité thérapeutique pour eux. Après, eux, ils peuvent dire, moi, je ne suis pas d'accord. C'est leur choix, c'est leur liberté.
Donc, quelque part, nous, en tant qu'équipe médicale, on propose les solutions et les couples décident. Mais quelle est la meilleure possibilité entre insémination, entre in vitro? Ça va dépendre des cas, des causes. Des cas, hein. Des causes, exactement. Ça dépend des causes. Ça va dépendre des causes. Et j'aimerais parler d'une dernière chose qui est là pour les hommes, c'est la biopsie testiculaire, qui est pour certains hommes qui ont pas de spermatozoïdes dans le sperme éjaculé. On pourra faire pour eux ce qu'on appelle une biopsie testiculaire, que nous faisons aussi dans le centre. Et il y a aussi en thérapie la chirurgie de la fertilité. Tout à fait. Comme Dr Mitawa vous disait tout à l'heure, au sein de l'utérus, la cavité utérine, il peut y avoir un obstacle qui gêne, qui empêche la rencontre, soit la rencontre n'est pas empêchée, mais il n'y a pas empêche l'implantation ou l'évolution de l'embryon. Parfois, juste en retirant cet obstacle, qui peut être un polype, un fibrome ou quoi, nous avons déjà eu des patientes aussi qui, après avoir retiré ça, n'ont pas besoin d'aller jusqu'à la fécondation in vitro et elles tombent enceintes, elles ont des grossesses. C'est ça. Et les bébés qui naissent par cette voie sont-ils La question qui revient. La question de tout le monde. C'est une vraie question, c'est une vraie préoccupation. Et à ça, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le premier bébé éprouvette est né en 78. Elle s'appelle Luce Brown. Elle est encore vivante. Et ce bébé, quand il est né, ça a été la révolution. Comment un bébé a pu naître comme ça? Ça a été quelque chose de tellement choquant pour les gens et tellement impensable que Luce Brown a été scrutée sur tous les points de son évolution. Ce qui fait qu'aujourd'hui en Europe, il existe des agences de santé qui suivent les naissances. On a toutes les données des enfants, des grossesses obtenues par fécondation in vitro, des enfants nés par fécondation in vitro, de leur évolution. Donc tout ça répertorié permet de dire qu'aujourd'hui nous n'avons pas plus de risque parce qu'un enfant est né par fécondation in vitro qu'un qui est né par conception physiologique. C'est ça. Ça, les études sont claires. Vous voyez, depuis Luce Brown à aujourd'hui, il s'en est passé des années. Donc, on ne pourra pas dire, mais non, que 10 ans, comment vous pouvez savoir qu'à l'âge adulte, ils pourront avoir des enfants? C'est ça. Ça y est, elle a quasiment, elle a 78, c'est quoi? Elle a 40... bientôt la... 78. 46 ans. 78. Oui. Dans 46 ans, c'est ça. Donc, elle a eu des enfants, elle a une vie tout à fait épanouie. Voilà. Donc, quelque part, cette question, elle revient souvent. Eh ben non, il n'y a pas plus de risque que par un enfant qui est conçu de façon physiologique. Mais est-ce que je parlerai peut-être en termes de chèque. Est-ce que vous étiez déjà arrivé de suivre un couple depuis la consultation, l'entrée dans le processus, jusqu'à aux différentes techniques que vous avez évoquées ici, elle construit et puis après, ça marche pas. Est-ce que ça arrive et qu'est-ce qui est préconisé? Qu'est-ce que vous préconisez pour le couple dans ce cas-là? Ça arrive énormément. Énormément. Pourquoi? Quand je dis normalement, c'est pas plus que de façon normale. C'est-à-dire, il faut savoir que les fausses couches, chez les femmes, c'est très fréquent. En fait. Donc cet échec-là de fausse couche, il arrive autant en fécondation in vitro qu'il n'arrive de façon physiologique chez les femmes qui tombent enceintes par elles-mêmes à la maison et qui font une fausse couche à 1 mois, à 2 mois. Donc ces échecs-là, ça va nous ramener à ce qu'on disait par rapport à la réexploration. Donc on va se dire, mais pourquoi il y a eu échec? Est-ce que il y a quelque chose à côté de quoi on est passé? On va réexplorer la femme pour voir s'il y a quelque chose qui ne va pas. Regardez, est-ce qu'au niveau de l'utérus, il y a quelque chose qu'on n'a pas vu? Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été vu? Donc ça, ces échecs-là, on va les accompagner de cette façon-là. Et pour les couples qui ont eu à faire de la fécondation in vitro, il y a ce qu'on appelle la vitrification embryonnaire, c'est-à-dire la congélation des embryons. Des fois, on n'aura pas besoin de recommencer notre FIV. On va dévitrifier, donc décongeler les embryons qu'on avait eu la première fois. Mais là, ils ont quel âge? Ils restent au stade auquel ils étaient. Et on va les remettre dans l'utérus de la mère en espérant une grossesse. Et ça, c'est aussi un des travaux que nous, en tant que médecins, mais aussi que l'équipe de nursing fait, c'est l'accompagnement des patients dans ces situations-là. Mais est-ce que la prise en charge, il y a forcément un problème émotionnel au niveau du centre? Qu'est-ce qui est prévu? Est-ce que vous travaillez avec des psychologues?
Alors, le travail de soutien des patients, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il commence dès le début. Dès la première fois qu'ils viennent, ils ont des séances de counseling avec nous, le nursing. Donc, le counseling, ce sont des entretiens tête à tête où on discute, on parle à bâton rompu de la situation dans laquelle se trouve le patient. Le patient prend en charge quelque part sa propre santé, il y participe. Alors, entre le moment avec l'équipe de nursing, tous les passages qu'ils ont, parce que il y a plusieurs passages chez le médecin. Ça veut dire que on y va pour la consultation, on revient pour les résultats. On est parfois au moment des résultats, avant même que le traitement ne commence, on peut être choqué par l'entente des résultats, on a du mal. Le médecin fait aussi du counseling. Ils reviennent vers nous parce que on les soutient pour leur demander de ne pas se décourager et de continuer à aller. Et en effet, dans certains cas, lorsqu'il faut faire intervenir le psychologue, nous avons un psychologue dans le groupe au niveau de la clinique qui prend en charge les patients qui ont vraiment beaucoup plus de mal avec soit le diagnostic, soit comme elle parlait d'interruption de grossesse parfois. Et tout ça, nous avons des services d'un psychologue pour soutenir les patients. Mais déjà, ce soutien psychologique, il est là tout le long. Tout le long, les patients qui reviennent... en entretien, ils ont beaucoup de contacts téléphoniques avec leur médecin, avec nous, qui rappellent, voilà, on m'a demandé de faire tel examen, je suis anxieux, qu'est-ce que vous pensez qu'il peut en sortir? Donc, c'est tout le long du parcours que le soutien psychologique se fait. Mais j'aimerais quand même savoir, Dr Mitawa, une femme ménopausée qui désire avoir un enfant, est-ce que c'est possible? C'est la grande question. C'est la grande question, oui. En tout cas, la science, au jour d'aujourd'hui, le permet. La science le permet. On peut tomber enceinte après la ménopause dans de nombreux pays. Ça se fait. J'ai quand même une préoccupation. Aujourd'hui, est-ce qu'il est important de faire un bilan gynécologique? Ne pas attendre le mariage, mais le faire plutôt même avant. Alors, est-ce que c'est important? Certainement. De toute façon, il peut être fait. Moi, je voulais surtout parler quand vous parlez du mariage, même avant le mariage, aujourd'hui, le mariage ne se fait plus très tôt comme avant, surtout en ce qui concerne les femmes. Aujourd'hui, on a des femmes de carrière qui peuvent décider de se lancer d'abord dans tout ce qui est professionnel et tout ça. C'est pas qu'elles n'ont pas le temps, mais elles ne pensent pas à fonder une famille et tout. Et le bilan gynécologique, ou si, je sais pas si vous voulez dire plutôt le bilan de fertilité. Bon, savoir un peu son état. Oui, est nécessaire. C'est important. Ce n'est pas, je vais laisser Dr Mitawa plus habilité à l'expliquer. Je me suis permis d'en parler comme ça parce que j'ai eu des patientes qui sont arrivées, elle a 44 ans, 45 ans, et quand je lui dis alors, ça fait combien de temps le désir de conception? Elle va vous dire 6 mois. Je n'y pensais pas avant. J'étais occupée, j'ai rencontré quelqu'un, j'ai un conjoint, j'ai ce désir de maternité. Est-ce encore possible? Et donc voilà, après à ce moment-là, tout est lancé, mais en effet, c'est peut-être quelqu'un qui, quelques années avant, aurait voulu savoir, aurait voulu faire un bilan et qu'on lui dise, écoutez, ne tardez pas trop parce que, voilà. Mais je vais laisser Dr Mitawa compléter ça sur le plan médical. Je pense que la réponse a été en partie apportée. Le bilan gynécologique, en fait, ça serait un peu comme un bilan, un peu comme ce qu'elle a dit de fertilité, mais je pense que c'est indispensable, que ce soit pour les femmes comme pour les hommes, de ne pas se laisser porter. Parce que quelque part, quoi qu'il en soit, en étant jeune, on peut avoir fait une erreur. Il y a beaucoup d'infertilité tubaire, c'est-à-dire que c'est la trompe, quand je vous disais, qui est le lieu de rencontre, qui est indispensable à la fécondation, qui est atteinte, parce qu'il y a eu un moment, elle a eu une infection, qui a fait que cette infection, elle n'a pas su qu'elle avait cette infection. Elle n'était pas symptomatique, donc elle n'a pas eu les symptômes d'une infection. Donc c'est complètement passé inaperçu.
Et cette jeune femme va se rendre compte, va découvrir à 35 ans, 40 ans que ses trompes sont obstruées, ce qu'elle aurait pu savoir avant. Donc, ça dit que on ne doit pas, ou pour les hommes, par exemple, moi j'ai des hommes qui vont me dire qu'ils ne se touchent jamais les testicules. Alors ils sont pas dans les bourses. Donc ces gens-là qui n'ont pas les testicules dans les bourses, en fait, ils ont tellement tardé qu'on ne peut plus rien faire. Donc se poser la question, c'est indispensable. Ça ne veut pas dire être obsédé par le fait que je veux à tout prix, mais on doit en tant que femme, je ne veux pas parler peut-être des femmes qui sont dans nos villages et qui ne savent pas toujours et tout, mais les intellectuels en tant que tels, qui sont là, qui ont la possibilité, qui ont l'accès aux soins, parce que c'est ça aussi qui est important, on doit se poser la question, on doit consulter à un moment, savoir son état de santé. C'est important. Vous avez également évoqué un aspect que j'avais retenu, le tabac. Oui. Comment est-ce que la fumée du tabac peut arriver à détruire les spermatozoïdes chez l'homme? En fait, le tabac va être responsable de ce qu'on appelle un stress oxydatif. C'est un terme un peu barbare. Donc, ça va perturber la maturation et le développement des spermatozoïdes. Et ça va altérer leur fonctionnement. Chez la femme, il était démontré que le tabac, au niveau des trompes, il y a ce qu'on appelle des cils. Et le tabac va entraîner à ce niveau-là une altération du fonctionnement de ces cils. Donc l'ovocyte qui arrive dans la trompe ne pourra pas se déplacer pour arriver au point où il doit rencontrer le spermatozoïde et donc être responsable d'une certaine forme d'infertilité. Donc ça, c'est des facteurs favorisants. Toutes les femmes qui fument et tous les hommes qui fument hommes qui fument ne sont pas pour autant infertiles. C'est ça. C'est ça qu'il faut retenir. Mais c'est un facteur favorisant. Ça peut impacter. Alors, je crois qu'on termine déjà. Quel est le message que vous pouvez lancer aujourd'hui, Docteur Mitawa, et puis on va terminer avec Madame Natalité. Alors, pour moi, le premier message, c'est, comme on l'a dit, c'est se poser la question. C'est indispensable. Consulter, au moindre doute. C'est que, à Ngalema Fertility Center, on offre la possibilité, ne fût-ce que même de répondre à vos questions, parce que vous pouvez même demander un entretien en disant, voilà, j'aimerais savoir, je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire. Est-ce que nous, on répondrait à ces questions-là? Donc, c'est vraiment, on veut être à l'écoute des patients. Et donc, le message aujourd'hui, c'est informez-vous. Quand vous avez un doute, consultez. Est-ce qu'il y a un numéro de contact qu'on peut facilement joindre? Oui. Oui, on a un numéro de contact de la clinique qui est repris sur notre site, sur nos pages Facebook, Instagram. Donc, on a un numéro de contact que je n'ai pas par cœur ici non plus. Vous pouvez peut-être communiquer, et même le site aussi. Oui, c'est ça. Je n'ai pas le numéro de contact. Il est là. Ici? Oui. Alors, voilà. Que je vous dise ça. J'espère que ça sera coupé au montage. Là, en bas. Alors, le numéro, c'est le 243 999 963 129. Exactement. Et il y a un deuxième numéro qui est le 896 025 391. Et notre site, c'est www.ngalimafertilitycenter.org. Voilà. Et docteur Nathalie, on termine avec vous. Alors moi, qu'est-ce que je dirais aussi, c'est déjà, ne tardez pas, n'hésitez pas. En tout cas, nous, on est là. Moi, aux 2 numéros qui ont été donnés, on peut m'appeler et on a droit à un entretien. Il ne faut pas se sentir mal parce que son conjoint n'est pas prêt. Ce n'est pas grave. À un moment donné, de par la confiance que vous recevez de l'équipe qui est là, on vous aide à pouvoir aider le conjoint à rejoindre le processus. Donc, il ne faut pas hésiter. Et vraiment, aussi dur que la société puisse être, les difficultés de conception, ce n'est pas une tare. Je peux comprendre les gens qui en souffrent par eux-mêmes, mais sachez qu'il y a des possibilités de solutions. Donc voilà. Voilà, merci beaucoup, mesdames. Merci à vous. Merci en tout cas, merci pour l'invitation. Oui, merci pour l'invitation. Et à très bientôt.
Merci. Voilà, j'espère vous retrouver très prochainement pour aborder peut-être la même thématique, mais sous un autre angle. D'accord. Voilà, fidèles auditeurs de Top Congo FM, chers amis internautes, c'est par ici que nous bouclons cette émission. Je rappelle que nous avons reçu aujourd'hui 2 invités qui nous viennent de Ngalima Fertility Center. Il s'agit donc de Dr Mitawa Mintsonsa Miline, qui est biologiste de la reproduction, responsable du laboratoire de Ngalima Fertility Center. Nous avons également reçu Madame Notalité Ikabou, elle est coordinatrice de nursing de Ngalima Fertility Center. Avec nos invités, nous avons parlé de l'infertilité, le parcours du patient. Il faut savoir que l'infertilité aujourd'hui n'est pas une fatalité. Aujourd'hui, la science a tellement évolué et elle offre la possibilité aux couples infertiles qui ont des difficultés de concevoir, mais qui désirent fonder une famille, de pouvoir donc avoir des enfants. Il y a des spécialistes aujourd'hui dans le pays et à Ngalima Fertility Center, la clinique est disposée donc à vous recevoir et à vous offrir des paquets de soins selon votre cas. N'hésitez donc pas à consulter lorsque vous exprimez ce désir d'avoir d'enfants. N'hésitez surtout pas. Voilà. Merci à l'équipe technique qui m'a accompagné aujourd'hui. Merci à Grace Lema. Merci également à Patrick Mongongo et à Pascal Kalambay, grâce à qui donc vous nous suivez sur YouTube. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Au revoir et prenez soin de vous. Maman, viens voir. Qu'as-tu, mon enfant? Je souffre et j'ai très mal. T'as mal où c'est? Ici, sur le côté. Top Santé, votre magazine sanitaire, présenté par Peggy Wabeno, tous les lundis à 14h. Rediffusion lundi 20h. Pour tout contact, Top Santé Top Congo@gmail.com ou contactez-nous au 082 280 1500. Top Congo FM, elle a tout d'une grande.